Cet orage est si violent et si soudain. Je sens qu'une révélation importante va se jouer ici et maintenant. Ah, quelqu'un vient d'actionner avec son doigt l'interrupteur extérieur produisant une mélodie afin de me prévenir de sa visite. Mais qui peut bien se présenter à mon domicile à une heure si tardive ? Play ! Mais que fais-tu à te présenter à mon domicile à une heure si tardive ? Fred, j'ai à te parler. Je t'en prie, entre et... Fred, je vais aller droit au but. Je sais très bien que tu joues avec quelqu'un d'autre. Mais qu'est-ce qui te permet d'affirmer cela ? Ceci. Tu me délaisses ? Pourquoi ? Qu'a-t-elle de plus que moi ? Ce qu'elle a plus que toi, Play ? Eh bien, je vais te le dire. Je peux lire des films DVD avec elle. Rappelez-vous, ne sous-estimez pas la puissance de la PlayStation. Ah, la PlayStation 2. C'est quand même 160 millions de consoles et 1,5 milliard de jeux vendus à travers le monde. Sortie en novembre 2000 en Europe, la folie de son lancement ne sort pas de nulle part, car le succès de la première console a changé le paysage du jeu vidéo dans le salon. Celle qui démocratisa le support CD, la 3D, et en 5 ans développa une ludothèque impressionnante avec des exclusivités et des sagas cultes. Sa grande sœur inclut cette fois un lecteur DVD, alors qu'au début des années 2000, on peut dire encore que le format est assez jeune. On peut regarder des films avec, ce qui va permettre à la console de devenir un objet multimédia dans le salon et par conséquent de booster ses ventes. Quant au line-up, il propose une quinzaine de jeux disponibles en Europe. Et si les productions livrées sont réussies, il a fallu attendre environ 1 an et puis enfin une avalanche de hits tombe sur les joueurs avec des suites et des nouvelles licences. Et c'est sur cela que je vous présente mon top 10 PS2 en me basant sur les jeux que j'ai eus et joués sur la période de 2001 à 2007-2008. Salut tout le monde, prêt pour un nouveau classement ? Le monde enchanteur de Spira vit sous la menace constante de Sin, une entité maléfique qui dévaste tout sur son passage et n'inspire qu'effroi aux populations qui sont sans défense. Vous incarnez Tidus, jeune star de Blitzball, et Yuna, talenteuse invoqueur, dans leur pèlerinage aux 4 coins du monde et de leur quête pour se débarrasser de Sin. Mais sont-ils prêts à en payer le prix ? J'avais clôturé la dernière fois mon classement sur PS1 avec la série des Final Fantasy, c'est donc tout naturellement que je commence celui-ci avec Final Fantasy X et sa suite Final Fantasy X-2. D'emblée, ce qui est sûr, c'est que le 10e volet met la barre très haute en matière de réalisation. C'est le premier FF en 3D, et cette fois, des voix font leur apparition, renforçant ainsi le scénario du jeu. La quête est accompagnée par un florilège de cutscenes et de séquences cinématiques en images de synthèse carrément époustouflantes grâce à cette nouvelle génération de consoles. Vous accompagnez ainsi 7 personnages, qui dans l'histoire semblent tout opposés et pourtant sont d'une complémentarité dans le gameplay. Et pour ce qui est du gameplay, cette fois on peut remplacer n'importe quel personnage pendant un combat par un autre mieux adapté à la situation du moment. Les invocations ne sont plus des cinématiques, mais apparaissent sous forme de chimères que l'on peut maintenant contrôler. Aussi, il n'est plus question simplement que de niveau dans cet épisode. Chaque combat vous fait gagner des points de compétence à dépenser dans le sphérié. Un nouveau système d'évolution des personnages que de choisir leurs caractéristiques et de leur apprendre des compétences. Et on en parle aussi du Blitzball, qui est un jeu dans le jeu. Une discipline aquatique qui s'apparente à du water-polo, mais se déroulant dans une gigantesque boule d'eau dans laquelle 2 équipes de 6 s'affrontent pour remporter la victoire.
On aurait pu simplement jouer les matchs et puis c'est tout. Non, non, car il faut en supplément recruter des joueurs, établir une formation et une stratégie, faire évoluer son équipe et gagner le tournoi. Et que par moments je me suis plus retrouvé à jouer au Blitzball qu'à continuer l'aventure principale. Désolé voisin, c'est pour les besoins de la vidéo. Nous voici à nouveau dans le monde de Spira, et on retrouve Yuna et ses amis, Riku et Pain, qui devront faire face à de nouveaux dangers. Et quelque part, l'un de leurs amis est peut-être encore vivant. Final Fantasy X-2, ce jeu étonne. C'est un ovni dans la série à ce moment-là car c'est la première suite directe d'un jeu FF. Premier jeu FF aussi exclusivement composé d'une équipe de filles. Le personnage de Yuna, toujours dynamique, a maintenant un talent inné pour la danse et le chant façon J-pop. Un design loufoque, une musique moderne, un humour naïf. Tout ça a créé une certaine forme de division sur le jeu et il a été plus ou moins bien accueilli par la critique et par les fans. Et pourtant, je me suis laissé emporter par l'ambiance si particulière de ce titre. Ça aurait pu être la suite directe et identique à l'épisode d'avant, dans le fond comme dans la forme, mais les développeurs ont pris le courage d'innover et de changer. Le système de combat revient à l'Active Time Battle, mais plus dynamique, avec le changement de job que l'on peut alterner en cours de combat, enchaînant les coups et les rendant tout aussi prenants. Et puis le scénario prend une tournure différente après quelques heures de jeu, c'est une trame plus complexe, plus tragique et plus passionnante qui se dévoile, permettant ainsi de découvrir la véritable quête de cet épisode. Sam Fisher est un agent d'une entité secrète Échelon 3 de la National Security Agency. Alors qu'il est envoyé en Géorgie pour enquêter sur la disparition de 2 agents de la CIA, les informations qu'il collectera le mèneront à agir afin d'empêcher un conflit entre la Chine et les États-Unis, risquant de plonger le monde dans une 3e guerre mondiale. Il y a 3 autres jeux sur cette série qui sont sortis aussi sur la console PS2, mais j'avais envie de me focaliser sur le premier Splinter Cell, car c'est par lui que la licence a commencé et c'est par lui aussi que j'ai découvert le jeu d'infiltration par excellence. Car s'il y a beaucoup de titres où vous avez le choix entre l'action ou l'infiltration, je rejoins l'avis du joueur du grenier, c'est Splinter Cell qui poussera le curseur aussi loin dans ce domaine. Nourri avec les scénarios habituels du romancier américain Tom Clancy, vous évoluez dans le jeu avec une lenteur voulue pour infiltrer les lieux, mener à bien l'objectif sans déclencher d'alarme, afin d'éviter toute confrontation directe avec l'ennemi ou qui ferait tout simplement échouer la mission. Et le gameplay va dans ce sens avec une panoplie d'armes et de gadgets. Des lunettes à vision nocturne et thermique, un passe-partout pour crocheter les serrures, une mini-caméra à glisser sous les portes pour faire du repérage, un pistolet silencieux mais aussi un fusil d'action. Et si les possibilités sont nombreuses pour ce qui est de l'inventaire, Sam est lui aussi bien doté en possibilités de mouvement et d'interaction avec les décors ou les personnes. Se suspendre en hauteur, piratage de terminal, la possibilité de porter et de cacher les corps, braquer un garde puis le menacer pour lui soutirer des informations. Alors comme ça on se lave pas les mains après avoir été aux toilettes? Si, je sais pas ce qu'on t'a dit. Menteur. Ou encore tirer dans les éclairages car le jeu possède un jeu d'ombre et de lumière très efficace. Et c'est cool car tout ça vous permet de faire des choix différents dans la manière d'aborder certaines situations et de finir le niveau. Bref, vous l'aurez compris, la furtivité et la lenteur sont l'essence même du jeu et c'est ce qui m'a plu quand j'ai joué à Splinter Cell. Il est là! Fuyez, pauvre fou! C'est le périple d'Iko, un jeune garçon né avec des cornes, et de Yorda, une entité féminine à la nature, disons, indéterminée. 2 êtres unis par leur volonté d'échapper au destin terrible qui leur est assigné et résolus pour cela à marcher main dans la main pour pallier leurs faiblesses et leur fragilité. C'est la quête de Wanda, accompagnée de sa fidèle monture Agro, qui tente par tous les moyens de ressusciter le corps et l'âme d'une jeune fille. La seule manière d'y parvenir est de traquer et de vaincre 16 colosses légendaires, des bêtes d'une proportion titanesque qui errent dans une terre abandonnée et sacrée. 2 jeux, 2 univers et 2 gameplays différents, 2 chefs-d'œuvre, Ico et Shadow of the Colossus. Depuis longtemps, il y a toujours eu des débats sur la question de la qualité artistique dans le jeu vidéo. Eh bien, je trouve qu'on a un bon exemple avec ces 2 titres. Je trouve qu'ils partagent une même esthétique. Une ode à la contemplation basée sur le thème de l'isolement et de la solitude, mais aussi des sentiments de confiance ou encore de sacrifice de soi. Ce sont des aventures dépouillées de tout élément superflu, avec un gameplay à l'apparence minimaliste
mais qui cachent en réalité une méthode pour nous raconter à chacun leur propre histoire. Et malgré une maniabilité assez rigide, la direction artistique, la réalisation, les personnages attachants, le level design ou encore les arrangements sonores, tout s'emboîte à la perfection. Comment on retient son souffle dans Echo quand Yorda s'apprête à traverser un précipice, rattrapé in extremis par son jeune garde du corps d'infortune, ou que l'on s'inquiète dès que l'on doit aller activer un mécanisme à quelques pas, lâchant sa main et tendant l'oreille pour vérifier à chaque seconde que les chimères ne reviennent pas pour l'enlever. Comment on est impressionné par ces colosses dans Shadow of the Colossus, à la fois majestueux et effrayants. Et que dire de ces sensations vertigineuses que l'on éprouve à grimper en agrippant de toute sa force sa propre manette, et quand on atteint le sommet de ces géants de pierre et de poils que l'on doit terrasser pour aller au bout de sa quête. Le jeune Ratchet, un Lombax, ne rêve que d'aventure. Seul et laissé sur une planète oubliée, son vœu le plus cher est d'utiliser ses connaissances techniques ailleurs et s'imagine constamment en train de vivre 1000 péripéties, toutes aussi folles les unes que les autres. Et ses rêves vont se transformer en réalité quand un vaisseau s'écrase sur la planète avec à son bord un petit robot. Ratchet & Clank, le 2, le 3, et c'est parti pour 3 jeux avec 3 aventures aussi épiques les uns que les autres. Drake, le président de la race des Blarks, envisage de créer une nouvelle planète entraînant la destruction des hôtes de la galaxie. Nos héros sont missionnés pour retrouver une expérience top secrète de la société Megacorp qui a été dérobée. Ou encore arrêter le docteur Nefarious, un robot maléfique qui a l'intention de détruire toute vie organique dans la galaxie. Le studio Insomniac Games, après avoir sorti la trilogie Spyro the Dragons, nous sort 2 nouveaux héros, Ratchet & Clank, qui vont devenir une licence phare de la marque PlayStation et aussi l'une des plus anciennes encore actives. Le premier opus pour moi ça a été la découverte et la surprise, et même si on reste sur un jeu d'action mêlant de la plateforme, c'est quand même un nouvel univers avec son lot de personnages et un gameplay propre à lui. Et les suivants n'auront de cesse que d'améliorer le tout à chaque fois. Plus de gadgets et d'armes aussi loufoques les unes que les autres. De nouveaux personnages charismatiques qui reviennent aussi d'un opus à l'autre. Des graphismes toujours plus détaillés et colorés, des environnements variés comme la plage, des bulles futuristes ou même dans l'espace avec du shoot parfois en vue subjective. Et sans oublier les jeux de course et pilotage de véhicules. Et des arènes, on en parle des arènes ? C'est simple, c'est un véritable défouloir, avec quand même par moments une petite subtilité dans les défis. C'est un cocktail d'humour, de science-fiction avec beaucoup d'armes, une signature de la saga, et franchement c'est pour ça que je l'adore. La planète Illis traverse une période de trouble. Elle est attaquée par la mystérieuse race extraterrestre des Doms, dont celle-ci enlève des centaines de personnes. Les sections alpha ont été déployées pour protéger la population. Cependant, leur pouvoir ne cesse d'augmenter, si bien que Illis prend de jour en jour des allures de dictature militaire. Mais derrière cette guerre semble se cacher un terrible secret. Et Jade, une jeune journaliste, décide de partir en quête de vérité. Je parle bien entendu de Beyond Good and Evil. Et Jade ne possède pas d'arme à feu et n'est pas badass à la façon de Lara Croft, mais elle a du caractère. Ses principaux équipements sont un bâton pour les combats et son appareil photo, objet ô combien précieux, ce qui force le joueur à regarder les très chouettes décors du jeu qui fourmillent au passage de détails. Beyond Good and Evil propose une histoire sous fond de propagande, où la population se soulève petit à petit grâce à vos différents reportages photos. Ainsi, on a l'impression de s'impliquer dans le jeu et de faire la différence au fur et à mesure que l'histoire avance. Et pour cela, Jade est escortée de 2 personnages super intéressants. De Paige, son cochon d'oncle. Oui, vous avez bien entendu. Donc de Paige, son cochon d'oncle. Oui, vous avez bien vu. Un pro du tournevis. Oh, toujours à râler, mais au grand cœur. Et de Double H, un agent du réseau de la résistance qui a un sens aigu de la justice et résout les problèmes par la force en utilisant sa tête, quoi. Chacun des personnages ayant ses propres capacités, certaines phases du jeu reposent alors sur l'utilisation de ce binôme pour résoudre des énigmes. Et j'étais impressionné par ce monde que Ubisoft a créé. Avec sa faune locale que vous pouvez photographier, la ville d'Illis ressemblant à une Venise, ses habitants humains mais aussi anthropomorphes, les passages en extérieur tout aussi ravissants et colorés. Et le tout accompagné par de superbes musiques et mentions spéciales pour les doublages. Maintenant, on attend toujours la suite. Date de sortie, inconnue. Date de début de projet,
2007. Ah ouais, 2007. Ah quand même. Alors que Daxter est transformé en un animal beloutre, une créature mi-belette, mi-loutre, lorsqu'il plonge accidentellement dans une cuve d'écho noir, lui et son ami Jack doivent partir chercher Goll, le seul sage ayant suffisamment étudié l'écho noir pour pouvoir soigner Daxter. Et maintenant, vous tous, débarrassez-moi de plancher! Après Crash Bandicoot, le studio Naughty Dog se lance dans une nouvelle licence et j'ai choisi le premier Jak and Daxter The Precursor Legacy ainsi que Jak 3. Alors pourquoi le premier ? Car c'est déjà un environnement sans aucun temps de chargement visible. La liberté de mouvement est totale dans ce semi-monde ouvert où la place est à l'aventure et l'exploration. Les développeurs reprennent la formule de leur série d'avant avec un univers cartoon, Tantôt coloré et chatoyant, tantôt lugubre et poétique. Mais ils proposent un jeu un peu plus mature avec cette fois une vraie histoire. Et le choix de ce duo comique est ô combien rafraîchissant. Jak and Daxter sont complètement barrés, surtout Daxter. Quoi? Cela donne une grosse touche d'humour au jeu et l'immersion en est totale. Quant à Jak 3, l'ultime opus d'une trilogie, c'est pour moi l'épisode le plus complet. Et carrément, il nous en met plein la vue, avec ce qui est l'un des jeux les plus impressionnants techniquement parlant de la PS2. Commencé avec le deuxième opus, il possède un gameplay plus musclé que le premier. Place maintenant à des armes à feu et des véhicules pour dynamiser l'action dans un nouveau monde ouvert, le désert des terres pelées, dans un style de jeu qui fait un peu penser à Mad Max. Le ton est devenu encore plus mature dans une narration plus poussée, mais tout en conservant l'humour et les répliques de Daxter. On n'est jamais contre un peu d'action. Hein, Dax? Ça va chauffer, les mecs. Ça va chauffer. Kratos, le fantôme de Sparte, est un redoutable guerrier haïssant les dieux de l'Olympe. Vendant son âme à Arès en échange d'une victoire au combat, il perdit son humanité et son orgueil, et son fanatisme le conduisirent à assassiner sa propre famille. Prêt à tout pour assouvir sa vengeance, il n'hésitera pas à se tailler un chemin en éliminant quiconque se trouvera en travers de sa quête. God of War, cette série a trouvé le parfait équilibre entre un jeu incroyablement fun à jouer avec de la violence, de la grosse baston et des boss dantesques. Et Kratos est le héros parfait pour donner le tempo à cette aventure. Si le personnage se contente simplement d'être bourrin, il est surtout le pilier d'une histoire tragique à la grecque, un drame et une vengeance qui donnent corps au personnage. Sa rage est donc un atout pour donner un rythme délirant à l'action. God of War est d'ailleurs aussi fluide qu'il sait être impressionnant. Et la mythologie grecque, pas souvent utilisée dans le jeu vidéo, d'une richesse incroyable dans ses légendes, Minotaure, Centaure, Sirène, Gorgogne, rend parfait son utilisation dans le scénario. La grande mode des QTE se traduisant par des exécutions sanglantes incarne aussi parfaitement la forte personnalité de la licence. Et je précise aussi que ces fameuses phases de QTE sont tellement hallucinantes que c'est des exécutions de manette plutôt qu'on est en train de faire. Mais si le jeu sait manier la violence à travers le combat de boss hippiques, il sait également se montrer percutant dans les émotions qu'il suscite. Car l'image de la sauvagerie de Kratos ne nous fait pas oublier la perte de sa femme et de sa fille qui justifie sa vendetta. L'histoire se déroule en 1964 en pleine guerre froide. Naked Snake de l'unité Fox est déployé en pleine jungle en Russie afin de libérer le docteur Sokolov, un ingénieur soviétique qui veut passer à l'ouest. Mais aussi arrêter son ancien mentor The Boss qui est passé du côté de l'ennemi et a reconstitué son ancienne unité Cobra, regroupant des soldats au pouvoir surnaturel. Les deux premiers Metal Gear sortis sur la 8 bits avaient un concept déjà intéressant et montraient la voie. Metal Gear Solid était culte pour ce que l'on connaît. Metal Gear Solid 2 était, disons, surprenant. Et que vaut ce troisième opus? Eh bien pour moi, à ce moment-là, c'est le Metal Gear le plus complet et le plus abouti. Et ici, on quitte les bases militaires à tendance high-tech avec des environnements froids. Place à plus de nature avec de la jungle, des collines, des ruisseaux et quelques zones un peu plus désertiques. Devoir évoluer discrètement dans la jungle a apporté une nouvelle saveur à l'expérience MGS. Désormais, le joueur va devoir trouver sa voie pour s'infiltrer dans le QG ennemi. Cet épisode introduit un nouvel aspect central dans les mécaniques du jeu, la survie. Naked Snake, le nouveau protagoniste, doit maintenant chasser et récolter des ressources pour pouvoir rester en forme. Le système de soins est également retravaillé, avec des blessures et des traumatismes à soigner. Sous peine pour tout ça de voir les performances de Snake diminuer et risquer de compromettre la mission. Et comme c'est toujours écrit sur la boîte,
Tactical Action Espionnage, MG3 reste avant tout et toujours un jeu d'infiltration. Et dans ce domaine, on oublie les gadgets high-tech. Le jeu introduit à la place un système avec différentes tenues de camouflage et peinture de visage pour mieux se fondre dans l'environnement. Nature oblige, on peut se cacher dans les hautes herbes, se suspendre aux arbres, un environnement un peu plus ouvert pour que le choix appartient toujours aux joueurs. Et l'action n'est pas oubliée. Elle s'enrichit d'une nouveauté, le CQC, un nouveau système de combat rapproché avec en supplément des opportunités d'interroger les ennemis pour pouvoir obtenir des informations. Fred, qu'est-ce qui se passe? La vidéo n'est pas finie. Fred, réponds! Fred! Fred! Après avoir trompé la mort elle-même, le prince a involontairement réveillé le Dahaka, monstre légendaire qui n'aura de cesse de le pourchasser. La survie de notre personnage va l'entraîner au cœur d'une île maudite, là où furent créés les sables, sur laquelle règne l'impératrice du temps, et faire face à des légions entières d'ennemis démoniaques. La bataille pour changer son destin se joue ici. Et c'est un prince plus sombre et plus violent que l'on retrouve ici dans l'âme du guerrier. Les aventures 2D de 1989 étaient orientées plateforme. Là, le prince devient le roi du parcours et de la baston. Cela génère un gameplay grisant où l'escalade des murs est à la base de la moindre séquence, y compris durant les combats. Le deuxième opus reprend les bases du premier, avec attaque à une épée, rebond contre les murs, contre-attaque, saut au-dessus des ennemis, et ajoute de nouvelles figures et combos. On a désormais la capacité de manier deux armes en même temps, de lancer l'arme secondaire, et aussi de faire une prise sur l'ennemi. Et en termes de level design et de mécanique de jeu, que ce soit pour les pièges, les puzzles ou la plateforme, c'est là aussi que Splinter Cell est un... Splinter Cell? Mais non, j'ai déjà parlé de Splinter Cell. Enfin, je crois, il me semble. Et en termes de level design et de mécanique de jeu, que ce soit piège, puzzle, plateforme, c'est là aussi... Oh! Ah, le voisin qui me rend mon ballon. Merci voisin! Et en termes de level design et de mécanique de jeu, que ce soit pour les pièges, les puzzles ou la plateforme, c'est là aussi que l'âme du guerrier est un véritable régal. Comme c'est avant tout une histoire de manipulation du temps, cela ne fait que décupler les possibilités d'idées. On peut remonter dans le temps de quelques siècles pour résoudre les puzzles qui auront une répercussion sur la progression dans les niveaux. Et cette volonté des développeurs renforce grandement l'impact du voyage dans le temps. Le joueur peut désormais voyager librement dans l'immense forteresse, remplie de passages secrets où il peut gagner des compétences et de la vie supplémentaire. L'intrigue, qui est plus complexe qu'il n'y paraît, est très plaisante à suivre, et le fait qu'il y ait aussi une fin alternative, ça c'est vraiment un plus. Au Japon du XVIe siècle, un mal ancestral se réveille. Nobunaga, seigneur des démons, vient de renaître de ses cendres. Profondément choqué par la destruction de son village, Jubei jure de venger les siens. Il devra alors affronter Nobunaga dans un pays envahi par les créatures démoniaques avant que celui-ci ne soit plongé dans les ténèbres pour l'éternité. Quand on dit Capcom, on pense tout de suite à Resident Evil, et Onimusha constitue une tentative de la part de l'éditeur de se diversifier, même si on retrouve de nombreuses similitudes entre les deux franchises. Le premier Onimusha était un titre résolument moderne à sa sortie. Il reprenait les mécaniques de Resident Evil, mais avec une plus grande liberté de mouvement. Le jeu de combat de sabre oblige. Et une histoire dans un contexte historique de Japon médiéval fantastique. Et la suite nous plonge de nouveau au cœur de ce Japon médiéval avec un nouveau protagoniste. De Jubei Yagyu, qui est confronté lui aussi à l'armée de démons dirigée par Nobunaga Oda. Le gameplay, s'inscrivant dans les traces de son prédécesseur, est maîtrisé, mêlant action et... Oh, je vous l'écris en bas parce que j'arriverai pas à le prononcer. Mais je pense aussi qu'il a marqué les esprits grâce à ces nouveautés qui lui conféraient une dimension plus orientée aventure, accompagnée de quelques éléments RPG. Au niveau de la narration, il introduit plusieurs embranchements grâce à la présence de 4 personnages secondaires jouables dont la relation avec le héros peut influencer sur le déroulement du récit. Cela accentue la profondeur et la complexité du scénario, tout en octroyant au passage une rejouabilité à l'ensemble. Une réalisation technique et une qualité de mise en scène solide, Onimusha avait tout pour me plaire. Et voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Quel plaisir de pouvoir revoir tous ces jeux que j'ai appréciés. Faire un top 10, comme la dernière fois, ça a été compliqué de choisir certains parce qu'il y en a d'autres qui sont tout aussi exceptionnels.
À un moment ou à un autre, il faut savoir trancher et en choisir juste seulement 10. On voudrait en mettre 15, 30, 40. Bon, la vidéo serait beaucoup plus longue. Maintenant, vous en retour. J'attends dans vos commentaires quel est votre top 10 en jeu PS2. Je lirai les commentaires et j'y répondrai avec plaisir. En attendant, je vous souhaite bon jeu et je vous dis à la prochaine!